Que sont les extraterrestres, selon les scientifiques? La question paraît relever de la pure science-fiction, et pourtant elle est sérieusement considérée en exobiologie, la science qui s'intéresse entre autres à la recherche de la vie à l'extérieur de la Terre. À première vue, impossible de répondre à la question puisqu'aucune forme de vie extraterrestre n'a jamais été trouvée. Avons-nous vraiment besoin de rencontrer des extraterrestres pour anticiper ce à quoi ils ressemblent? Vous vous doutez bien qu'une vidéo aussi longue va forcément apporter des éléments. Et si la meilleure manière de parler des extraterrestres, ça ne serait pas d'abord de parler de nous? La vie pullule sur Terre, elle doit bien pouvoir nous renseigner sur ce à quoi elle ressemble dans le reste de l'univers. Sans rentrer dans un débat philosophique, ma note au bac était pas ouf. Cette vidéo va partir d'un postulat assez simple. La vie extraterrestre partage avec la vie terrestre des similarités. Autrement dit, il existe des principes universels qui sont communs à tous les êtres vivants. Du coup, si nous connaissons la vie terrestre, alors nous aurons des indices sur la vie extraterrestre. Je vous vois venir avec vos gros cerveaux, vous allez me dire « Oui, mais la vie terrestre, c'est qu'un seul exemple, t'es en train d'extrapoler, c'est biaisé. » Justement, la vidéo discutera aussi de la légitimité de cette hypothèse. Avons-nous des éléments scientifiques pour défendre une représentation particulière de la vie extraterrestre? Existe-t-il des sortes de lois universelles de la biologie qui permettraient de prédire la tronche des petits gris? Ici, on ne va pas répondre à la question « Qu'est-ce que la vie ?» Encore un sujet qui mériterait une vidéo. Mais plus précisément, quelles caractéristiques sont communes à tous les êtres vivants terrestres et qu'on pense être aussi communes à la vie avec un grand V? Pas pour Vendetta, mais pour la vie comme un phénomène universel. Bref, dans cette vidéo, on va d'abord voir comment on peut décrire un extraterrestre au niveau macroscopique. Par exemple, pourquoi cette gueule et pas une autre. Puis on parlera de l'aspect microscopique, avec quelques éléments de biochimie. Ça va être bien scientifique. Et vous saurez enfin à quoi ressemblent les extraterrestres. En apparence, le monde vivant paraît sans queue ni tête. Ce qui est littéralement faux puisqu'on a plein d'exemples d'organismes avec une queue ou une tête. Non, ce que je veux dire, c'est que la biodiversité est tellement riche que tout semble possible. Du plus grand mammifère au plus petit organisme unicellulaire, en passant par les plantes et leur développement extraordinaire, le vivant ne paraît suivre aucune règle évidente. Et pourtant, c'est oublier une des plus grandes révolutions conceptuelles de notre histoire, la théorie de l'évolution. Charles Darwin, tout ça. Depuis le 19e siècle, les naturalistes et biologistes ont identifié de nombreux mécanismes pour expliquer comment le vivant évolue et présente les différences que nous observons. La théorie initiale de Darwin a été consolidée et même améliorée, si bien qu'on parle aujourd'hui de théorie synthétique de l'évolution. Bon, même s'il y a encore quelques débats sur certains mécanismes précis, la communauté s'accorde sur plusieurs grands principes. En voilà quelques-uns avec des petits lapins. Au sein d'une population de lapins appartenant à la même espèce, ces individus lapins présentent des variations. Ces variations peuvent correspondre à des différences macroscopiques, génétiques ou encore comportementales. Sur le plan de la survie ou de la reproduction, ces variations peuvent conférer un avantage, un désavantage ou même rien en fait. Ça dépend de l'environnement. Par exemple, si nos lapins se retrouvent dans une région enneigée, les blancs passeront inaperçus et échapperont mieux aux prédateurs. C'est comme les contrôles dans les aéroports, les blancs s'en sortent toujours mieux. Les lapins blancs ont alors plus de chances de survivre et donc de se reproduire. Le pelage blanc, qui est un caractère héritable, sera donc davantage transmis à la génération suivante. Le pelage blanc se maintient alors dans la population. C'est une adaptation qui est une conséquence de ce qu'on appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est le mécanisme derrière le tri des variations au sein d'une population donnée. Cette sélection est réalisée au travers de plusieurs contraintes soumises à l'espèce. Dans le cas de nos lapins, il s'agissait de la relation de prédation et d'un changement d'environnement. Ok, les lapins blancs arrivent à se reproduire, mais attention, la nouvelle génération n'est pas identique à l'ancienne. Déjà parce que les petits sont issus d'un brassage génétique entre les gènes du papa et de la maman. Mais aussi et surtout, des mutations génétiques surviennent au cours du développement. Ces mutations aléatoires créent de la singularité chez les individus et donc de la diversité au sein de la population. Pour résumer, je vais me contenter de lire ce paragraphe venant du site du Muséum national d'histoire naturelle. Le hasard des mutations assure le foisonnement du vivant, produisant une infinité de variations différentes. Puis, l'environnement fait le tri selon la sélection naturelle. Ces deux mouvements expliquent la diversité du vivant, la capacité des populations à s'adapter au changement, mais aussi la stabilité que l'on constate au sein d'une population adaptée à son milieu. Ouais, c'est super tout ça, hein. Mais quel est le rapport avec les extraterrestres en fait? Si les mécanismes de l'évolution s'appliquent à tous les organismes terrestres, pourquoi ça ne s'appliquerait pas aussi aux organismes extraterrestres? Pour que ces principes restent applicables, il nous faut un environnement avec des contraintes sélectives, des êtres survivants au moins jusqu'à la reproduction mais qui finissent par mourir,
que ces êtres soient en partie déterminés par une information génétique, et enfin que cette information génétique puisse être transmise à une autre génération avec modification. Et c'est à peu près tout. Il n'est pas nécessaire de connaître plus finement le fonctionnement biologique interne des espèces pour commencer à leur dresser le portrait. Déjà, rien qu'en connaissant l'environnement, on peut imaginer pas mal de possibilités. Dis-moi où tu vis et je te dirai qui tu es. Pour reprendre l'exemple caricatural de nos lapins, si on sait qu'ils vivent dans un environnement enneigé, alors on peut en déduire qu'ils sont blancs. Et on peut même pousser le vice jusqu'aux univers de fiction. Prenez n'importe quel monde et identifiez si possible ses particularités. Par exemple, c'est quoi comme planète? Est-ce qu'elle est proche d'une étoile? Quelle composition pour l'atmosphère? À quoi ressemble la surface? Bon, pour être honnête, l'exercice est très difficile car la plupart du temps, on n'a pas accès à ces données. Et surtout, ça demande de solides connaissances en sciences naturelles pour exploiter correctement ces infos. Mais c'est faisable et certains scientifiques s'amusent beaucoup à montrer comment on peut plus ou moins expliquer l'existence de certaines créatures. Je vous recommande les conférences et les ouvrages de Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer, ce sont d'excellentes références en la matière. Plus généralement, la question de la nature des êtres vivants se pose dans le cadre de la construction d'univers, appelé aussi world building. Même si les artistes sont libres de créer des entités extravagantes, s'inspirer des lois de la biologie pour construire des organismes cohérents peut renforcer la fiction. Si vous êtes amateur de world building et fan de hard SF, je vous recommande la playlist Alien Biosphere de la chaîne Biblaridion. Je l'ai découvert en faisant mes recherches pour la vidéo et c'est vraiment une dinguerie à quel point la création et l'évolution des organismes vivants y sont poussés à un niveau de réalisme scientifique stratosphérique. Quasiment tout y est minutieusement justifié au regard de la science. Bref, vous l'aurez compris, la biologie de l'évolution terrestre nous permet déjà de contraindre ce à quoi pourrait ressembler la vie extraterrestre. Sous réserve qu'on fasse quelques hypothèses sur la nature des organismes, mais rien qui soit non plus trop exhaustif comme c'est résumé ici. Mais il y a un aspect du vivant qu'il faut aborder pour affiner notre portrait, et celui-ci, ça se passe dans l'infiniment petit. Comme on l'a fait avec l'apparence physique, peut-on concevoir à l'avance l'identité chimique d'un extraterrestre? Autrement dit, est-ce la même matière qui compose tous les êtres vivants terrestres? Si oui, y aurait-il donc une recette unique de la vie dans l'univers? Comme précédemment, on va se servir du vivant terrestre pour réduire le champ des possibles. Déjà, la matière vivante est tellement singulière qu'on lui a inventé son propre adjectif, organique. Alors attention, tout ce qui est organique n'est pas forcément vivant, par contre, tout ce qui est vivant est nécessairement organique. Et par matière organique, on entend une matière construite à partir de l'élément chimique carbone. Plus précisément, il s'agit d'assemblage d'atomes de carbone associés à d'autres atomes que sont principalement l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. L'assemblage de tous ces atomes forme un édifice qu'on appelle une molécule, et la taille comme la stabilité de ces molécules peuvent considérablement varier. Dans notre cas, on parle plus précisément de biomolécules, car ce sont des édifices qu'on retrouve chez les organismes vivants. Il y en a au moins une que vous connaissez et qui joue le rôle de porteuse de l'information génétique, l'ADN. Chaque être vivant a son propre ADN, c'est à la fois sa carte d'identité et son plan de fabrication. Les différences d'ADN entre les espèces modifient la nature des biomolécules qu'on retrouve et leur transformation. On parle de différences métaboliques, c'est-à-dire des variations au niveau de la machinerie qui assure le bon fonctionnement de l'organisme. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une biologie végétale qui diffère de celle animale, pour prendre un exemple un peu extrême. Bref, on a tous une machine organique qui gère nos fonctions vitales, même si elles varient selon les espèces. Du coup, si on rencontre des extraterrestres, on devrait probablement s'attendre à trouver des machineries chimiques, certes exotiques, mais exploitant le carbone comme élément central. Mais Robin, j'ai vu chez mon youtubeur préféré qu'une autre chimie est possible. Je vois pas ce que la chimie du carbone a de si spécial en soi pour qu'on lui réserve un tel traitement de faveur. Allez, accrochez-vous, là ça va devenir bien scientifique. Peut-on vraiment imaginer d'autres éléments que le carbone pour la chimie de la vie? En repartant du tableau périodique, on peut trouver de potentiels candidats, mais il faut d'abord filtrer les éléments par rapport aux contraintes chimiques que nous impose le vivant. L'exercice a déjà été très bien mené par d'autres, je vous la fais courte. On peut se débarrasser de la quasi-totalité des éléments du tableau périodique en appliquant les filtres suivants. 1. L'élément doit être abondant dans l'univers pour en retrouver suffisamment sur les planètes. 2. L'élément doit faire des liaisons assez solides avec lui-même pour pouvoir créer des molécules suffisamment grandes, condition nécessaire pour avoir de la diversité moléculaire. 3. Les liaisons que fait l'élément avec lui-même ou avec d'autres éléments doivent être covalentes. Pour grossièrement simplifier, c'est un type de liaison ni trop solide ni trop fragile, bien utile pour construire des molécules de stabilité variable, une condition nécessaire pour que nos biomolécules puissent se transformer. L'application de ce raisonnement nous conduit à ne considérer qu'une seule alternative viable, le silicium.
Le silicium présente de gros désavantages par rapport au carbone. Déjà, les liaisons que forme le silicium sont plus longues et cassantes. De plus, le silicium a du mal à former des doubles ou triples liaisons. Les doubles ou triples liaisons renforcent la structure moléculaire, un peu comme si on ajoutait des poutres supplémentaires à un édifice. À cause de ça, le silicium ne peut pas former de grosses molécules, et ça limite fortement la diversité moléculaire dont le vivant a besoin. Un autre problème, ce sont les transformations parasites que peut subir le silicium dans certains environnements. Par exemple, s'il y a de l'oxygène, le silicium va préférer s'associer avec lui plutôt qu'avec d'autres atomes de silicium. On peut alors se retrouver avec de grands édifices à base de silicium-oxygène qu'on appelle des silicates, ou plus grossièrement du sable quoi. Et le sable, c'est trop stable pour la chimie de la vie, qui a aussi parfois besoin de déconstruire ces édifices. Autre problème, les molécules à base de silicium se décomposent facilement dans l'eau, ce qui va grandement limiter la diversité des molécules qu'on pourrait obtenir. Et enfin, pour clouer le cercueil, parce que ça commence à faire beaucoup là, l'énergie nécessaire pour construire des molécules à base de silicium est généralement plus élevée que celle pour construire leur équivalent carboné. En gros, si du carbone se trouve dans le coin, c'est surtout lui qui formera en priorité des édifices. En bref, la chimie du carbone supplante celle du silicium lorsqu'il s'agit de respecter les contraintes biologiques. Bon, c'est vraiment sûr le silicium, c'est mort de chez mort, il n'y a pas moyen de moyenner quand même. Si je me fais l'avocat du sable, la chimie du silicium pourrait faire l'affaire, mais seulement dans des conditions beaucoup trop restreintes. La solution serait de trouver un environnement où l'eau serait remplacée par l'acide sulfurique et où le carbone serait quasiment absent. De plus, il faudrait avoir des températures ni trop élevées car ça détruirait les molécules, ni trop basses car ça limiterait certaines transformations. Bref, ça paraît peu probable, la chimie à base de carbone reste la plus envisageable. Et pour l'eau alors, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Impossible de ne pas parler de ce solvant si essentiel à la vie. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Déjà, un solvant, c'est une substance qui sert de milieu où se déroulent les transformations chimiques. Et son rôle n'est pas celui d'être spectateur, mais bien souvent acteur, comme on va le voir. Mais d'abord, commençons par lister les différents critères que doit remplir une substance pour être qualifiée de solvant de la vie. Déjà, la substance doit être suffisamment abondante dans l'univers pour constituer un milieu. Ensuite, l'état liquide est une condition nécessaire. Si c'est solide, les molécules auront du mal à se déplacer. Et si c'est gazeux, elles seront trop loin. Dans les deux cas, elles auront moins de chances de se rencontrer. De plus, le solvant doit pouvoir dissoudre une large gamme d'ingrédients pour que ces derniers puissent réagir ensemble. Enfin, c'est encore mieux si le solvant participe à la fois à stabiliser certains édifices, tout en aidant d'autres à se transformer. Et comme par hasard, l'eau répond parfaitement à tous ces critères. En fait, c'est pas du hasard, c'est directement lié à la structure de la molécule d'eau. Pour rappel, la molécule d'eau comprend 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène, le tout assemblé comme une tête de Mickey. Sans faire l'étalage de toutes ses propriétés, juste 2 choses importantes à signaler. 1. La molécule est polaire. C'est comme un petit aimant avec ses pôles positifs et négatifs. En gros, on distingue une zone chargée négativement, située au centre de la tête, d'une zone chargée positivement, située au niveau des oreilles. 2. En partie à cause de cette polarité, les hydrogènes peuvent faire ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes avec des atomes d'autres molécules. Par exemple, la molécule d'eau peut faire des liaisons hydrogènes avec d'autres molécules d'eau. Ces 2 caractéristiques font de l'eau un solvant particulièrement intéressant pour le vivant. Les liaisons hydrogènes de l'eau lui permettent de rester liquide dans une gamme de pression et de température plutôt étendue. La polarité de la molécule d'eau explique pourquoi on peut dissoudre des sels, des sucres ou plus généralement des édifices polaires. Mais attends, du coup, comme l'eau est polaire, elle ne peut pas dissoudre des molécules apolaires, si ? Effectivement, l'eau aura tendance à repousser les molécules apolaires. On parle d'effet hydrophobe. Intuitivement, on pourrait penser que cette répulsion empêche les molécules apolaires de se rencontrer. Mais cette intuition est fausse. Pour la faire simple, les molécules d'eau vont préférer rester ensemble, et donc elles vont s'organiser de sorte à envelopper les molécules apolaires, leur donnant ainsi une chance de se rencontrer. Dans cet exemple, l'effet hydrophobe a un rôle de médiateur de transformation chimique. Mais il y a d'autres cas où cet effet participe au contraire à stabiliser des structures moléculaires. 2 exemples en lien avec le vivant. L'effet hydrophobe va façonner les protéines en contraignant certaines de leurs parties à se replier sur elles-mêmes. Et la forme des protéines, c'est hyper important. Ça va littéralement conditionner leur fonction. L'effet hydrophobe explique aussi pourquoi les lipides, des molécules de gras, peuvent former dans l'eau une bicouche qui va jouer le rôle de frontière délimitant l'intérieur de l'extérieur de la cellule. Bref, j'aurais d'autres exemples, mais je pense que c'est déjà assez scientifique comme ça.
Pour résumer, l'eau procure au vivant tout ce dont il a besoin. À la fois de la réactivité en permettant aux molécules de se rencontrer et de se transformer, mais aussi de la stabilité pour certaines structures vitales. Et cerise sur le gâteau, l'eau est une molécule qu'on retrouve partout dans l'univers. Et ce, car elle ne contient que 3 atomes et que ses constituants, l'hydrogène et l'oxygène, sont des éléments particulièrement abondants. Face à toutes ces qualités, difficile de trouver un candidat alternatif au poste de solvant de la vie. Voilà quelques propositions qui ont été étudiées. Mais comme vous pouvez le voir si vous faites pause, aucune des alternatives ne coche aussi bien les cases que l'eau. À l'instar du carbone considéré comme l'élément fondamental du vivant, l'eau a aussi de très bonnes raisons d'incarner le solvant de la vie. Franchement, bravo si vous avez tenu jusqu'ici, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La suite de la vidéo se contente de faire une synthèse de ce qu'on a déjà vu avec quelques réflexions en plus, mais très franchement, le plus scientifique est derrière vous. Même si les formes de vie terrestre sont extrêmement diverses et variées, les sciences du vivant mettent aussi en évidence certaines mécaniques et caractéristiques communes. Ces dernières peuvent être virtuellement séparées entre 2 mondes, le monde macroscopique et le monde microscopique. Dans le monde macro, on retrouve tout ce qui a trait aux individus et à leur interaction avec l'environnement. La biologie de l'évolution explique la diversité des espèces, mais impose également une sélection des êtres vivants, favorisant ceux capables de survivre jusqu'à reproduction. Dans le monde micro, on retrouve tout ce qui a trait au fonctionnement intérieur et matériel des individus. La biochimie nous montre que des métabolismes différents sont possibles, mais que tous sont fondamentalement basés sur l'emploi du carbone et de l'eau comme ingrédients vitaux. Mais attention, en réalité, ces mondes ne sont pas séparés, ils s'influencent mutuellement. D'un côté, l'identité chimique des organismes conditionne leur existence à travers leur métabolisme. De l'autre côté, leur existence ou plus précisément leur action et interaction avec l'environnement influence leur identité chimique et celle de leur descendance à travers, entre autres, la sélection naturelle. En bref, même si la nature du vivant peut être appréhendée à différentes échelles, comme on l'a fait un peu plus tôt, ces échelles sont complètement interconnectées. Super. Et du coup, alors, les extraterrestres, on en parle un jour ou comment ça se passe là? Justement, cette interconnexion présente chez les organismes terrestres devrait aussi se retrouver chez les organismes extraterrestres. Et ce, car les lois de la biologie de l'évolution et de la biochimie n'ont pas vraiment de raison d'être différentes ailleurs. L'environnement change, mais théoriquement, ça n'empêche pas ce modèle d'interconnexion de fonctionner. Ok, c'est bien beau, mais t'as toujours pas répondu à la question de la vidéo. À quoi ressemblent les extraterrestres? Bah la réponse est simple, ils ressemblent aux organismes terrestres. En reprenant notre modèle, ce seraient des entités douées d'un métabolisme, probablement différent du nôtre, mais basé sur le carbone en utilisant l'eau comme solvant. En résulterait une existence physique bien singulière, mais compatible avec l'environnement selon les lois de l'évolution. Tout ça pour ça, on peut imaginer plein de trucs alors. Même pas besoin d'imaginer ce qui se passe là-haut si on s'intéresse déjà à l'incroyable biodiversité présente autour de soi. Franchement, pourquoi chercher à savoir à quoi ressemblent les extraterrestres? C'est quoi l'intérêt? Bah, je vois au moins 3 bonnes raisons qui justifieraient cette branlouille intellectuelle. Première raison, l'aspect fondamental. Penser la vie extraterrestre, c'est nous forcer à réfléchir sur la nature du vivant, non pas seulement à l'échelle de la Terre, mais comme phénomène potentiellement universel. C'est donc une expérience de pensée qui aborde la question des différences, mais aussi des similarités entre les êtres. Deuxième raison, l'aspect esthétique. Imaginer la vie extraterrestre n'est pas l'apanage des scientifiques, puisque les artistes se sont très largement approprié le sujet. Même si l'imagination n'a pas de limite, les sciences peuvent carrément contribuer à l'enrichir, et donc indirectement participer à améliorer les œuvres de fiction. Troisième raison, l'aspect pratique. Étudier la vie extraterrestre, c'est aussi développer des méthodes et technologies dédiées à la recherche d'indices à l'extérieur de la Terre. Mais pour ça, encore faut-il savoir ce qu'on cherche. Si on anticipe ce à quoi peuvent ressembler les extraterrestres, alors on peut adapter nos techniques pour mieux les trouver. Et ça se voit dans le cadre de recherches menées en exobiologie. Par exemple, à défaut de pouvoir mettre tous les instruments du monde sur une sonde spatiale, on va privilégier ceux spécialisés pour identifier la matière organique. Pareil en astronomie, où plus de 6000 exoplanètes ont été découvertes. On aura tendance à privilégier les analyses approfondies sur celles ayant de l'eau liquide en surface. Bref, il y a une utilité pratique à penser la vie extraterrestre. Ok, mais si ça se trouve, on se trompe complètement en fait. Tout le raisonnement est quand même basé sur une extrapolation. Oui, il y a une chance qu'on passe complètement à côté, et l'histoire des sciences nous l'a montré plus d'une fois. Depuis que nous avons embrassé le paradigme du modèle héliocentrique, notre vision de la place de la Terre dans l'univers a radicalement changé. Notre planète a perdu son statut privilégié.
Beaucoup d'intellectuels ont alors projeté les caractéristiques de la Terre, dont sa biosphère, sur les autres planètes du système solaire. Un exemple que je trouve particulièrement iconique, le prix Pierre Guzman. Ce prix, annoncé en 1900 par l'Académie des sciences, devait récompenser la première personne qui trouverait un moyen de communiquer avec une civilisation extraterrestre. Mais le prix excluait la civilisation martienne, car une partie de la communauté scientifique pensait que Mars était forcément habité. Bref, prenons garde aux extrapolations hâtives, elles peuvent nous tromper. Pour conclure, les sciences nous donnent parfois de bonnes raisons de généraliser ce que nous avons appris à partir d'un seul et unique exemple. Ici, la vie terrestre. Mais nous devons aussi rester ouverts à l'idée que la vie extraterrestre possède aussi ses propres caractéristiques. Il y a même une chance que nous soyons seuls dans l'univers, mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère sincèrement que ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Je vous encourage aussi à mettre un like et à partager la vidéo, c'est hyper important pour le référencement, merci beaucoup pour ça. Et merci beaucoup à Eiffel Reptile qui a participé à la relecture de la vidéo. Retrouvez son contenu de vulgarisation en paléontologie sur sa chaîne YouTube Eiffel Reptile, mais aussi sur Instagram très prochainement. Retrouvez-moi sur ma chaîne Twitch Tout ce qu'on prend pour approfondir le sujet et découvrir mes autres contenus de vulgarisation que je produis plusieurs fois par semaine. L'ensemble de tous les contenus que vous voyez représente une charge de travail vraiment très importante. Rien que cette vidéo-là, c'est plusieurs dizaines, voire centaines d'heures de travail entre la recherche bibliographique, l'écriture du script, le tournage et le montage. C'est pourquoi je vous encourage très chaleureusement à m'aider financièrement pour que je puisse gagner en indépendance et vous produire non seulement plus de contenu, mais aussi de meilleure qualité. Le lien vers la page de don est disponible en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo si vous voulez faire une petite contribution. Je vous remercie énormément d'avance. Et encore une fois, pas de souci si vous n'avez pas les moyens pour donner. Déjà, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, si vous laissez un like, si vous la partagez, si vous me faites des retours en commentaire, ça sera déjà très très bien. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui participent au jeu de l'algorithme et du référencement. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus, ciao! Bonne journée!